commencer la réunion. Très bien. Si les participants peuvent couper leur micro juste pour les présentations, s'il vous plaît. Et je te laisse la parole, Soraya. Ok, merci beaucoup. Du coup, donc, pour cette réunion, donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième réunion territoriale du réseau d'enseignement et d'innovation pour la pharmacie d'officine en lien avec le projet Optimage sur le territoire de l'Ariège, donc depuis 2020. L'an dernier, on s'était retrouvés donc, le 23 janvier en post-première vague Covid. On avait réussi à réunir à peu près 25 acteurs impliqués sur des actions à la fois en pharmacie de ville et en pharmacie hospitalière. Et on avait pu donc échanger autour des thématiques nouvelles portées par le REPO. Et on vous avait présenté les grandes lignes du projet Optimage. Donc, comme vous le savez, dans la lignée des actions du REPO, on œuvre depuis plusieurs années, notamment sur l'accompagnement de certaines missions pharmaceutiques, que ce soit en ville ou à l'hôpital. On était initialement un peu plus orienté vers donc, les pharmaciens d'officine et peu à peu donc, on s'oriente vers un réseau de plus en plus pluriprofessionnel en y intégrant également donc, de plus en plus de médecins généralistes ainsi que des infirmières. Donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir accueillir Julien Dupuis au sein de la grande famille du REPO parce que grâce au projet Optimage et grâce à l'accord de la direction du Shiva, il a rejoint l'équipe depuis novembre 2020 et il va œuvrer donc sur les prochains mois jusqu'à novembre 2021 en partenariat avec l'équipe du CHU de Toulouse et de Nîmes sur les missions de déploiement d'une part du bilan partagé de médication en officine. Donc, pour décentraliser donc, les actions du REPO qui étaient, vous le savez tous, centralisées sur le CHU Toulouse et le CHU de Nîmes. Donc, on a souhaité doter certains territoires grâce au projet Optimage, des territoires transfrontaliers avec l'Espagne et l'Andorre, d'assistants partagés dédiés à ce projet. Donc, ils vont être les tuteurs des pharmaciens d'officine sur la mission du bilan partagé de médication, mais on les a également accompagnés et formés sur la mission de prévention de la fragilité portée par le gérontopole, donc la mission de ICOP. Et Julien œuvre également, vous allez le voir au cours de cette présentation, sur le déploiement de la conciliation médicamenteuse au sein du Shiva et en partenariat avec les autres établissements du GHT. Il a aussi développé de nombreuses actions au sein des EHPAD depuis qu'il a rejoint l'équipe. Donc ça aussi, ça fera l'objet d'une présentation en troisième partie. Et on terminera donc cette réunion par une présentation d'un projet de recherche intitulé Rising Dome, qui vise à prévenir donc les risques de mortalité et d'institutionnalisation chez des patients chuteurs, avec une intervention pluriprofessionnelle là aussi qui implique un partenariat à la fois avec les gériatres, le pharmacien et l'infirmière. Et donc, on est heureux de participer à cette réunion à vos côtés et d'accueillir tous les participants au cours de cette réunion en distanciel, certes, mais voilà, j'espère que vous serez satisfaits des échanges qui auront lieu et on aura donc en dernière partie une discussion pour répondre à vos questions. Les fonctionnalités de la réunion aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir un chat. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fil des présentations et on pourra y répondre du coup sur le temps de discussion. Et j'ai démarré la présentation sans me présenter. Donc, moi, c'est Soraya Katini, pharmacienne au CHU de Toulouse, au sein de l'équipe du REPO et chef de projet Optimage. Et je vais laisser la parole à ma collègue Amandine Cambon, qui travaille à mes côtés également pour ajouter quelques mots avant de démarrer la présentation. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci à Julien et au Shiva de nous permettre du coup de pouvoir échanger autour du projet Optimage et des thématiques phares qui animent le REPO. Donc, moi, je suis pharmacienne en charge de la coordination au sein du réseau. Et je suis également pharmacienne d'officine, du coup pour 20% de mon activité.
Voilà, donc juste, je voulais vous informer, voilà, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, comme il y a certains inscrits qui ne peuvent pas se joindre à nous en direct, nous souhaitons leur transmettre le replay de cette réunion départementale. Et donc, du coup, à ce titre, nous enregistrerons du coup la réunion. Voilà, donc il y a également Christelle Roland qui nous a rejoint, qui fait partie de l'équipe régionale du REPO et du coup qui est jointe à nous. Merci et bonne réunion à tous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Julien Dupuis, le pharmacien hospitalier au Shiva, donc, qui est missionné sur la mission Optimage, que je vais vous présenter. Optimage, donc ça signifie opter pour la prévention transpyrénéenne de l'iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée. C'est un projet qui va s'axer sur la lutte transfrontalière contre l'iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé, donc en partenariat avec nos homologues espagnols et andorrans. Le but sera d'évaluer la fiabilité à mise en œuvre départementale des bilans partagés de médication donc en ville, via les officines, et de la conciliation médicamenteuse au sein des centres hospitaliers de l'Ariège. L'objectif est d'améliorer la prise en charge médicamenteuse sur le parcours total du patient lorsqu'il est hospitalisé, lorsqu'il rentre à domicile. Tout d'abord, la conciliation au sein des hôpitaux. Le principe de cette conciliation, c'est de renforcer, comme je l'ai dit, les points de transition médicaux à l'entrée et à la sortie d'hospitalisation. Au niveau de l'entrée, nous allons faire un bilan médicamenteux avec toutes les informations que nous pouvons récolter, que ce soit de la ville, de la famille, du patient, des médecins. Nous allons essayer de faire un point de tous les traitements du patient en vue d'établir la première prescription hospitalière. Donc, nous travaillons avec nos gériatres et nos cardiologues sur le Shiva dans ce but-là. Nous devons bien sûr prioriser nos patients, parce qu'il y a beaucoup de services. Pour cela, nous priorisons nos patients, des patients de plus de 65 ans, qui ont plus de 5 médicaments et qui arrivent par les urgences. Donc tous les patients qui sont également hospitalisés depuis moins de 72 heures. Au niveau de la sortie, nous allons faire le même travail, mais afin de faciliter le relais vers la ville. Nous allons faire le bilan médicamenteux, la synthèse des modifications avant et après hospitalisation, que nous allons transmettre aux médecins traitants, aux médecins spécialistes s'il y en a un, aux pharmaciens d'officine, et également, cela dépend s'il y a une IDE libérale, nous la transmettrons à cette personne-là pour le suivi a posteriori. Ce que nous essayons de faire actuellement, c'est de faire un suivi 3 mois après hospitalisation de ces patients et de les orienter vers les pharmaciens d'officine afin de mettre en place un bilan partagé médication pour vérifier que toutes les modifications hospitalières ont bien été prises en compte. Tous ces deux travails d'entrée et de sortie sont tracés informatiquement et visibles sur tout le territoire, sur tous les centres hospitaliers publics d'Ariège. Voici un schéma récapitulatif de ce que je vous ai présenté. Donc le patient entre à l'hôpital, on compare l'ordonnance d'entrée et l'ordonnance avant hospitalisation. On essaie de repérer toutes les divergences qui peuvent y avoir à ce moment-là. Ça peut être des oublis, des erreurs de retransmission, plein de choses qui peuvent rentrer dans la prise en charge globale du patient, afin de corriger toutes ces divergences à l'entrée du patient. On va suivre le patient tout au long du parcours. On valide cliniquement tous les services, quasiment tous les services. Et à la sortie, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on fait le lien avec la ville, les médecins traitants, la pharmacienne d'officine, on fait des entretiens patients pour leur expliquer les changements. Donc on essaie d'optimiser ces deux points de transition qui sont critiques. Actuellement, au Shiva, nous validons à peu près 80% des services cliniques entre tous les pharmaciens. Nous faisons de la validation clinique de niveau 2, donc qui prend en compte
les médicaments, la biologie, mais également les données cliniques propres aux patients. Nous avons débuté la validation pharmaceutique de niveau 3, qui est appelée la conciliation, ou le plan pharmaceutique personnalisé, depuis janvier 2016. Ces missions de conciliation sont désormais obligatoires pour les pharmaciens d'usage intérieur depuis le décret du 21 mai 2019. On a des objectifs et des missions d'expertise, d'élaboration de plans pharmaceutiques personnalisés, d'entretien patient et afin de mettre en place une stratégie thérapeutique pour le patient. Entre novembre 2016 et novembre 2017, nous avions un pharmacien assistant qui était dédié à cette action. Donc nous remettons en place ce mode depuis novembre 2020. Comme je l'ai dit, la population prioritaire, nos patients de plus de 65 ans, arrivés par les urgences avec plus de 5 médicaments au domicile. Actuellement, cette activité elle est déployée dans notre service de court séjour gériatrique au Chiva Saint-Jean-de-Verge. Sur le service de médecine de la Blanée, il n'est fait que l'entrée. On développe également la conciliation des dispositifs médicaux sur le service de HAB. Depuis février, on est présent sur le service de cardiologie et on prévoit d'ouvrir en médecine interne au cours de l'année. L'objectif est surtout donc, de limiter l'iatrogénie médicamenteuse en prévenant et en interceptant les erreurs qui sont la plupart du temps dues à des défauts d'information, à des oublis de retransmission entre les professionnels de ville et les établissements de soins. Le but, c'est de sécuriser la prise en charge du patient tout au long de son parcours, d'un point de vue médicamenteux. Pourquoi ce travail? Parce qu'il a été relevé par un rapport de l'HAS qu'environ 67% des historiques médicamenteux comportaient une ou plusieurs erreurs lors de ce séjour hospitalier. Donc l'objectif, vraiment, c'est de limiter les iatrogénies et à plus court moyen terme, de limiter les réhospitalisations chez le sujet âgé. Comment ça se déroule en pratique? Là, vous avez notre logiciel interne et vous voyez que nous avons un dossier spécifique intitulé pharmacie qui est directement intégré dans le dossier médical du patient, donc qui est visualisable par toute l'équipe médicale, également paramédicale. Et donc, les médecins, les infirmiers peuvent consulter ce que nous avons fait et toutes les remarques que nous avons pour ce patient donné. Concrètement, bon, ça c'est l'interface côté pharmacien, donc où on récapitule toutes nos informations et après nous allons rentrer médicament par médicament ce que nous avons sur la posologie, la galénie, etc. Et nous faisons une synthèse après aux médecins hospitaliers. Ça c'était pour l'entrée. Pour la sortie, nous refaisons le même travail en prenant en compte l'ordonnance de sortie du médecin. On essaie en général de la faire avec lui, mais si on n'a pas le temps, on va s'adapter à la prescription qu'il aura faite. Et on transmet une fiche synthétique qui est présentée, la fiche de conciliation médicamenteuse de sortie, que l'on envoie aux pharmaciens d'officine, certains d'entre vous ont déjà dû l'avoir passé, et également donc, aux médecins traitants en systématique. Et après, plus ou moins, médecins spécialistes et infirmiers libéral, s'il y en a. Donc ce tableau, il synthétise très simplement les traitements pris avant l'hospitalisation et les traitements de l'ordonnance de sortie avec le statut de modification du traitement. Et à chaque fois, une justification pour chaque ligne. Et au-dessus, vous avez toutes les informations administratives et cliniques pertinentes. Excusez-moi, est-ce que certains participants peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? À la fin de cette fiche de conciliation, nous évaluons l'observance, si possible, auprès du patient, selon l'échelle de Girard, et également un commentaire qui peut paraître utile pour le médecin ou pour le pharmacien d'officine pour le suivi. Il nous a paru important de faire cette fiche également en espagnol et en catalan, parce que nous avons des patients transfrontaliers qui repartent dans leur pays, et donc nous envoyons parfois également ces informations auprès des médecins étrangers et des pharmaciens d'officine à l'étranger. Donc ces dispositifs sont également intégrés dans notre logiciel et tout est automatisé. Enfin, sur le projet Optimage, nous déployons également
un lien fort avec la ville, notamment via la formation des pharmaciens d'officine au bilan partagé de médication pour la réévaluation du traitement et de l'observance. Nous allons faire un entretien de recueil du coup, avec le pharmacien d'officine et avec le patient. Il y aura des entretiens également de suivi. On pourra faire vous assister les pharmaciens officinaux dans la relecture des bilans partagés. On peut monter des partenariats avec les médecins généralistes également. L'objectif, c'est de réévaluer le plus de patients possible gériatriques. Donc on essaie quand même de vous orienter en Ariège sur les patients qui sortent de l'hôpital pour lesquels on estime qu'il y a un suivi qui paraît nécessaire. Donc à peu près 3 mois après l'hospitalisation, on revient vers les pharmaciens d'officine pour voir s'il est possible de leur côté de mettre en place un bilan partagé de médication. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, du coup, je vous invite à les noter pour la discussion de tout à l'heure. Merci Julien. Donc, je passe la parole à Madame Auger. C'est bon? Donc bonjour à tous, donc Martine Auger, pharmacienne d'officine. Mon petit sujet c'était ça aujourd'hui, c'était présenter le bilan de médication et présenter un exemple de coopération entre le généraliste et le pharmacien d'officine. Présenter un cas clinique et ensuite vous verrez j'ai interviewé entre guillemets le généraliste qui m'aide à faire ce travail. On va présenter un cas clinique, mais dans le choix du cas clinique, justement, on s'est posé la question avec Julien et en lien avec ce qu'il vient de nous exposer, on avait un cas typiquement intéressant d'une patiente que m'a envoyé Julien. On a un dilemme pour choisir notre cas clinique parce qu'ils sont tous les deux intéressants, mais donc ce cas-là, c'était vraiment représentatif du lien qu'on peut avoir entre l'hôpital et la ville et de l'écueil qu'il peut y avoir à ne pas avoir collaboré en amont avec le généraliste en ville. Parce qu'en l'occurrence, dans ce cas-là, je n'ai pas de lien avec ce généraliste-là. Je ne sais pas s'il a reçu mon bilan, je ne sais pas s'il a reçu le bilan de l'hôpital. On n'a pas de suivi, on ne peut pas se parler parce qu'on n'a pas fédéré ensemble la pratique. Et c'est un écueil en ce sens. Malgré tout, ce cas-là était intéressant parce que la patiente, elle était en refus de soins total. Il y avait beaucoup de choses à faire. Moi, elle arrive au comptoir et son mari me dit bon, j'ai supprimé tout ça, je ne lui donne plus que ça et ça. Il n'y avait plus que furosémide et Diffuca sur une prescription de suivi cardiaque. Donc, c'était gravissime. Moi, ça m'a paru gravissime. Bon, malgré tout, on est parti sur un autre cas parce que celui-là représente un peu plus la collaboration qu'on a avec José, en l'occurrence José Conceição. Donc, je vais vous parler d'une dame, Madame qui a été un des premiers cas que l'on a fait à l'initiative de cette collaboration. Donc, les informations que j'ai recueillies sur la patiente ont été recueillies d'après des données que je suis allée chercher chez le médecin. Et puis, un entretien recueil que j'ai fait au domicile de cette dame, qui est une dame âgée de 83 ans, 72 kilos, qui vit toute seule, sans aide, et qui n'a pas forcément d'infirmière, mais occasionnellement. Elle a donc été adressée le 23 avril en 2019 par le docteur généraliste, un cardiologue, parce que sa dyspnée devient de plus en plus importante et elle s'installe. Et elle avait fait un passage aux urgences qui avait décelé une anémie déjà. Le cardiologue est plutôt rassurant pour ses troubles et il prend un rendez-vous quand même pour pratiquer un scanner au CHU. Les antécédents qu'on a chez cette dame, c'est de l'hypertension, une fibrillation atriale, un diabète, une dysthyroïdie et une hernie hiatale. Son bilan biologique est relativement bon, une hémoglobine glyquée à 7,6, on a un débit de filtration glomérulaire à 85, le TP à 76, une hémoglobine à 10. Bon, on a un peu l'anémie, les signes de l'anémie là, et un peu déjà les caractères de l'insuffisance cardiaque avec le NT-proBNP à 2200. Ces données cliniques montrent quand même une tension artérielle forte à 18.
2019, une fraction d'éjection à 71%. Elle n'a pas chuté au cours des 3 derniers mois. Elle se plaint seulement du sommeil et de la perte d'appétit. Pour sa tolérance au traitement médicamenteux, il y avait eu déjà une introduction d'inhibiteurs calciques qu'elle n'a pas supporté et on les a arrêtés rapidement. Il y avait donc 2 inhibiteurs dans les prescriptions précédentes. Alors, son traitement actuel, c'est donc de l'Eliquis à 2,5, un matin et soir. Elle a du Janumé 50 000 un matin et soir, du Détentiel une prise par jour, lévothyroxine en gouttes le matin et isoméprazole un comprimé par jour. Quand on a fait donc la fiche de repérage de la fragilité, on a évalué Madame E comme fragile. Et donc le bilan de médication que l'on présente au médecin est le suivant, c'est-à-dire dans la pathologie cardiovasculaire, le Détentiel 10 et l'Eliquis à 2,5. On a fait une proposition au médecin d'ajouter un IEC, ou un IEC ou un sartan, vu que son hypertension reste et qu'on voit bien des chiffres élevés. Ça persiste et la tension est à 17,8 encore le 29 avril. Donc on propose de revenir au candesartan qui convenait à cette patiente et qui avait déjà été essayé, introduit puis enlevé. On propose aussi de surveiller la tension à domicile malgré la réticence de cette patiente qui en fait ne veut pas d'autocontrôle parce qu'elle a peur que ça crée chez elle une psychose de la tension, mais elle va accepter le passage infirmier. Donc nos arguments sur l'introduction de l'IEC, c'était à privilégier là dans ces cas de comorbidité et en cas particulier pour le diabète ici. Il était aussi à privilégier parce qu'on suspecte quand même l'aggravation de cette insuffisance cardiaque. Et il protège aussi, il faut une protection rénale, ces IEC des sartans. Côté diabète, on a le Janumé qui est prescrit et on propose aux médecins de supprimer donc cette bithérapie antidiabétique pour rester sur une monothérapie avec de la metformine à 2 grammes par jour. Parce que dans l'avenir, dans les arguments qu'on peut avancer, c'est que donc, ces sartans vont être contre-indiqués. Surtout avec cette victime, si on est obligé d'ajouter un sartan, ce qui risque de s'avérer. Et cette victime est aussi, en deuxième point, contre-indiquée avec une insuffisance cardiaque qui risque d'être avérée, sachant que l'objectif d'hémoglobine glyquée est déjà atteint. Dans la suite de nos préconisations, concernant la hernie hiatale, on peut conforter la patiente à rester dans une prise occasionnelle de cette IPP parce que l'on sait qu'au long cours, on a des risques de iatrogénie, fractures, de colonisation chronique de l'ostridium et des pneumopathies. Et pour les traitements divers, j'ai fait une faute, vitamine D, on propose l'ajout de cette vitamine D dans ce contexte de chute. La suite donc, de devenir de cette dame, au mois de mai, donc, le médecin introduit le candesartan à 8 et progressivement les doses vont être augmentées parce qu'on n'arrive pas à juguler cette hypertension et il sera introduit après une association candesartan hydrochloro car les chiffres restent forts. Donc la patiente, comme je vous l'ai dit, elle va accepter le passage infirmier pour ce contrôle. Les bilans cardiologiques sont en faveur d'une régression, peu d'insuffisance cardiaque. Elle suit quand même bien comme il faut nos recommandations de prise occasionnelle d'IPP. Par contre, ce qu'on a su en recueillant ces informations auprès du prescripteur après lui avoir exposé nos préconisations, c'est que la monothérapie antidiabétique par metformine, elle avait déjà été essayée et ça n'avait pas atteint ses objectifs. Donc, il n'a pas été favorable à ce changement. Donc, la suite, le devenir de cette dame, c'est qu'en fait, sa pathologie s'est vraiment attrapée. Et il faut, là, on décide d'implanter le stimulateur cardiaque. Ça s'est fait en juillet 2020. Et bon, il y a eu, alors, dans le contexte de Covid, il y a eu un peu un flou artistique un peu sur l'arrêt de l'anticoagulant en fait et après
après l'implantation du stimulateur cardiaque, la réintroduction de l'anticoagulant a été relativement, enfin on pense mal faite, et c'est ce que dira après le CHU lors de la deuxième prise en charge. Parce que Madame Échard va faire dans l'ambulance de retour après la stimulation, la pose du stimulateur, un AVC, que détecte sa fille aussitôt, qui la ramène au retour à l'hôpital. Ça a été de peu, quoi. Elle a échappé vraiment de peu. Elle va être prise en charge, on fait une thrombectomie aussitôt soins intensifs et on fait régresser totalement les déficits moteurs qui s'est installé, quoi. Et donc, il est bien indiqué dans le compte rendu hospitalier que la cause donc, de cet accident semble être l'exécution du traitement anticoagulant. Voilà pour Madame. Très bien. Je suis encore. Elle est très bien. Voilà un exemple de notre collaboration avec M. Concessao en l'occurrence. Et ensuite, dans notre exposé, en fait, j'ai voulu faire participer donc ce généraliste qui a aussi une formation de gériatrie. Vous allez entendre. Merci à Pamiers. Je vais parler un petit moment en collaboration avec M. José Concessao, médecin généraliste à Pamiers, avec qui je travaille. Je vais le questionner et il répondra donc un petit peu dans cet échange. Je vous présente donc José. Bonjour. Voilà, on travaille ensemble en partenariat pour établir la médication chez la personne âgée en ville. Et nous allons aujourd'hui un petit peu vous relater notre expérience et vous parler de notre sentiment et de notre ressenti sur cette pratique. D'abord, José, qu'est-ce que tu penses de l'historique de ces collaborations médecins-pharmaciens et qu'en était-il avant et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui à ton avis? Alors moi, je voyais les pharmaciens comme des gens qui délivraient des médicaments, qui les vendaient. Je les voyais comme des commerçants avec une formation scientifique, bien sûr. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma pratique médicale une pharmacienne qui travaille dans 2 pharmacies et avec qui j'ai eu un bel échange chaque fois que se présentait un problème de prescription, une interaction, d'allergie, etc. Ça commençait comme ça. Et quelqu'un de très exigeant qui m'a donné le goût de cette collaboration médecin-pharmacien. Et puis un jour, Martine est venue me voir avec des dossiers sous le bras en me disant, écoute, je veux sortir de ma pharmacie, je veux aller sur le terrain, je veux m'intéresser aux patients que je vois derrière mon comptoir. Et c'était une suite tout à fait logique. Donc j'ai adhéré pleinement à cet esprit. Voilà, donc depuis, ça fait peut-être 2-3 ans maintenant, avec José, on suit les patients âgés de nos patientèles communes, puisqu'il y a des recoupements de fichiers, évidemment, pour choisir des patients que voit José. Et j'essaie de lui apporter quelques synthèses, disons, et puis ma vision de la personne chez elle, à domicile, que je revois chaque année. Et tous les deux, ensuite, on fait une rencontre pour lui exposer. Je lui expose mon travail et on parle en fait de ces cas et de ce qu'on peut améliorer chez eux ou revoir. De notre côté, José, il a eu aussi une autre expérience et une autre vision de son travail dans les EHPAD et en particulier une expérience avec le bariole qu'il va vous raconter. Alors effectivement, j'ai la chance d'avoir une formation de gériatre acquise à Castelhardy, aux côtés du professeur Bruno Velas, que je salue. Et ce goût de la gériatrie me donne accès à des maisons de retraite. Et je sais qu'il y a des confrères qui vont aussi, même s'ils ne sont pas gériatres, bien sûr, et c'est vraiment intéressant. Et je peux dire qu'il y a peut-être une différence de travail entre les EHPAD libéraux et les EHPAD comme le Bariol qui sont directement reliés à l'hôpital du Giva, avec bien sûr un accès à la pharmacie qui est directement reliée
au logiciel que l'on emploie, qui s'appelle DXCare. Voilà, alors ça c'est une première chose. Avec aussi un personnel infirmier très investi, formé à cela. L'infirmière nous accompagne dans la consultation du malade jusqu'à la prescription sur DXCare. Et s'il y a, par exemple, dans ce qu'on veut prescrire, des interactions ou des problèmes que je n'ai pas vus, on appelle directement le pharmacien de l'hôpital avec qui on travaille en collaboration très étroite. Voilà, donc le Bariol pour moi est par exemple un système un petit peu pilote dans la collaboration médecin-pharmacien, puisque on a la chance de travailler sur des cas réels avec des dossiers qui sont déjà bien connus de l'infirmière et du pharmacien. Donc c'est vraiment un travail optimal. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Qu'est-ce que José, tu pourrais dire sur l'apport général de cette collaboration? Bon, je dirais que ça nous a créé un vrai lien de travail et d'écoute des patients et de relais rapide entre nous pour le patient, évidemment. Vas-y, dis-moi ton avis. Alors, mon ressenti, c'est vrai, je trouve qu'on a acquis beaucoup dans la réactivité. On est devenu très réactif face à des situations. Ça veut dire que la collaboration médecin-pharmacien, elle n'a plus de tabou. Et dans cette collaboration, il y a vraiment une liberté, une volonté d'apporter aux patients le meilleur des deux professions. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est de voir rentrer le pharmacien chez les patients, voir leur environnement, parce que ça fait partie du soin. Voilà, donc c'est très important. Oui, et donc on apporte, je pense, peut-être on apporte une autre vision où, disons que peut-être le patient se confie différemment au pharmacien, peut-être il apporte plus d'informations qu'il n'a osé dire au médecin directement. Enfin, le travail est complémentaire et s'enrichit et enrichit les uns les autres, sûrement. Et c'est vrai que la réactivité, la rapidité quand on a une plainte au comptoir, ou par exemple, très pratique, une poussée tensionnelle, on avertit de suite. Je me rappelle d'un cas là, Madame E, je vais dire Madame E, ensemble, on a réussi quand même à travailler très très rapproché pour elle dans le but de l'apaiser et de la soigner, quoi, finalement. Grâce justement à ce suivi au départ du bilan de médication et de la connaissance profonde qu'on a tous les deux de ce dossier-là particulier. Est-ce que José, tu as autre chose à ajouter Donc le but, c'est pas non plus de multiplier les approches, c'est de bien travailler avec les médecins qu'on a sélectionnés, parce que c'est vrai qu'il faut que je vous dise que moi au départ, quand j'ai voulu faire des bilans de médication, je suis allée chercher des médecins généralistes qui étaient favorables évidemment à la démarche et qui étaient prêts à me donner les informations médicales sans souci. Le but n'est pas de multiplier les approches et de faire du travail superficiel, mais avec un médecin qui répond bien à nos attentes, d'aller sur l'étude de plus de patients. Mais s'ouvrir aussi à des jeunes médecins qui seraient prêts à cette pratique. Et donc, je vais essayer de creuser là-dessus, moi, pour contacter des médecins qui pourraient être favorables à cette démarche. Voilà. José, je t'écoute. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de sortir de ma pratique médicale depuis 30 ans bientôt. C'était donc de sortir de ça et de finir peut-être ma profession en me disant que même si on ne travaille pas dans un hôpital avec une collaboration étroite comme le font les confrères, en ville, on peut aussi travailler de façon étroite et intéressante. Et je voulais absolument aussi
approcher le patient dans sa globalité, comme j'ai pu le faire en homéopathie, dans la pratique homéopathique. Le bonheur est vraiment chez le patient dans sa globalité, et de voir que d'autres praticiens approchaient le patient dans sa globalité, sortaient de leur comptoir et venaient à leur rencontre, c'était un très grand bonheur. Et puis de rencontrer aussi des praticiens comme Martine, intéressés par l'être humain, au-delà du médicament. Merci José, je pense qu'on peut conclure cette petite intervention visuelle, on va dire, pour agrémenter notre réunion de ce soir. Merci beaucoup José, merci à vous. Merci Martine. Nous remercions le docteur Conceição qui ne peut malheureusement pas être présent ce soir pour cette petite interview. Alors maintenant nous allons passer à la présentation sur l'optimisation des ordonnances et des prescriptions en EHPAD que nous allons vous présenter avec le docteur Élodie Philippe, donc pharmacien au CHAC. Donc tout d'abord, je vais faire une petite présentation sur le travail que nous menons actuellement aux EHPAD qui sont gérés par la pharmacie hospitalière. Donc, nous avons voulu développer les bilans partagés de médication en EHPAD, tout simplement au vu également du contexte sanitaire, parce que nous gérons 2 EHPAD sur la PUI de Foix, donc sur la PUI, nous gérons les EHPAD de Bélissin à Foix et de Bariol à Pamiers. Nous avons décidé de prendre l'EHPAD de Bélissin comme service pilote pour déployer ces bilans de médication, avec un objectif pour l'instant à 8 patients par mois. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un pharmacien qui peut être dépêché sur site partiellement. L'objectif est également de diminuer la prescription de médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé, selon toutes les dernières recommandations, qu'elles soient nationales ou internationales. Pour cela, nous avons été agréablement accueillis par le personnel de l'EHPAD, par le nouveau médecin coordonnateur et également par les infirmiers. Donc nous nous réunissons à peu près une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, afin de revoir des dossiers de patients en EHPAD, que ce soit au niveau de la iatrogénie, des modalités d'administration, des galéniques, de l'optimisation en général de l'ordonnance. Donc nous travaillons en collaboration avec une infirmière qui est référente de chaque étage, et également le médecin coordonnateur quand il peut être présent, ou la cadre. Pour cela, nous avons créé également un outil informatique sur le même modèle que la conciliation, et qui est également déployé sur tout le territoire de l'Ariège, donc avec informatisation et traçabilité partout sur les centres hospitaliers publics de l'Ariège. Donc nous avons commencé ce travail depuis février cette année. L'objectif, c'est de faire un bilan de médication, comme je l'ai déjà dit, en EHPAD, en faisant une transmission du bilan que nous faisons au médecin généraliste, au médecin coordonnateur s'il n'est pas présent, et également avec les infirmiers référents. Pour cela, nous avons également même dossier similaire dans DXCare, le logiciel de prescription de l'hôpital, où nous avons un onglet par exemple en pharmacie avec un bilan de médication dédié aux EHPAD. Ce qui est optimisé dans ce bilan, c'est qu'il est consultable donc, par le personnel médical, mais également par le personnel paramédical. Les infirmiers y ont également accès, ainsi que par exemple les kinés ou les nutritionnistes. On va spécifier également dans ce bilan des informations spécifiques pour les infirmières des EHPAD, que ce soit par exemple pour le broyage des comprimés, des ouvertures de gélules, des conseils d'administration, donc plutôt galéniques, parce qu'il y a, comme vous savez, beaucoup de patients qui ont des troubles de la déglutition en EHPAD. Un exemple concret, Monsieur X, 86 ans, 81 kg,
qui avait comme antécédent de l'hypertension, de l'anxiété, une constipation occasionnelle, une rhizarthrose et également il a eu une prostatectomie en 2019. Sur son ordonnance informatisée, nous avions de l'amlodipine 5 mg le matin, de l'irbesartan 150 le matin, du macrogol 1 à 3 sachets par jour si besoin, de l'oxazépam 10 mg le soir, de l'alfusosine du Zatral le soir, et également de la vitamine D, une ampoule tous les 3 mois. Nous avons revu ce patient avec l'infirmier et après par la suite avec le médecin coordonnateur. Ils nous ont apporté les informations suivantes. La tension a été stabilisée chez ce patient, il n'avait pas fait de chute récente. Il marquait qu'il était peu constipé, mais qu'il y avait quand même des prises de macrogol, mais très occasionnelles, environ une par semaine, un sachet par semaine. Sur le dernier bilan biologique, nous avons un DFG qui est normal à 90. Il n'était pas rapporté de crise d'anxiété récente. Par contre, le patient était très somnolent, surtout en fin de journée, aux alentours de 19h. C'était très récurrent. Il prenait bien ses médicaments, il n'y avait pas de refus, et également pas de trouble de la déglutition. Et les infirmières m'ont stipulé à ce moment-là qu'elles appliquaient du diclofénac pour ses rhizarthroses ponctuellement, mais qu'il n'y avait pas de prescription informatique pour cela. Il y en avait eu une il y a très longtemps, mais qui n'avait pas été reconduite. Après ce bilan, nous avons proposé une ordonnance optimisée aux médecins généralistes. Nous n'avons pas fait de changement sur le traitement antihypertenseur parce que c'était bien équilibré. Le macrogol, nous avons proposé de le passer à une prise par jour en si besoin au lieu de 2 à 3 par jour, au vu des prises faibles. L'oxazépam également, avec le médecin coordonnateur, nous avons proposé de le diminuer de 2 à 1 comprimé par jour au vu de la somnolence qui était très importante à peu près 1 heure après la prise, donc qui semblait être d'origine médicamenteuse. Et également, nous avons proposé de changer le rythme d'administration de la vitamine D à une ampoule tous les mois, qui est plus recommandée chez les sujets âgés en EHPAD, puisque environ 80 à 90% des patients en institution ont un déficit chronique en vitamine D. Nous avons également proposé l'arrêt de l'alfusosine, qui était toujours prescrit depuis 2019, alors que le patient avait eu une prostatectomie, et également d'ajouter du diclofénac en si besoin et en cure très courte, justement pour réguler cette ordonnance et de permettre une administration légale. Le médecin généraliste à fois a accepté toutes ces propositions. L'oxazépam, il a voulu prendre un peu plus de temps, mais 2 mois, cette semaine-ci, j'ai vu qu'il avait finalement diminué à 1 par jour. Le bilan que nous avons transmis aux médecins généralistes et que nous transmettons aussi aux médecins coordonnateurs et à l'infirmière de l'EHPAD, donc c'est à peu près le même que celui que je vous ai présenté tout à l'heure sur la conciliation. Nous reprenons de manière très simple le traitement actuel. On a une petite case spécifique si le patient a des troubles de la déglutition pour que les infirmiers puissent savoir si certains médicaments sont broyables, écrasables, si on peut ouvrir des gélules. Et les traitements recommandés avec en surligné, en gras et en rouge, les traitements que nous proposons en modification. Et il y a également une petite synthèse où on résume l'échange que nous avons eu avec les infirmiers et le médecin coordonnateur. Donc ça, nous l'envoyons systématiquement au médecin traitant. Nous le donnons au médecin coordonnateur et à l'infirmier. Si le médecin revient à la prochaine consultation en EHPAD et qu'il n'a pas le document, les infirmiers le rangent dans le dossier clinique du patient et le médecin le voit à nouveau à ce moment-là. Également, l'infirmière fait la transmission à ses collègues que ce patient a été réévalué pour discuter de ces modifications. Donc, pour l'instant, nous avons réévalué 14 patients déjà depuis mai-février sur un EHPAD qui compte 100 lits. Au niveau de la substitution et des arrêts de médicaments, nous avons évalué que juste sur ces 2 critères-là, nous avions une économie d'à peu près 2 500 €
directs par an pour ces 14 patients, qui découlent justement de cette optimisation et de cette déprescription. Au niveau du temps que cela nous a pris, donc pour le temps IDE médecin, on a à peu près 20 minutes par patient. Par contre, au niveau du temps pharmacien, parce qu'on a une préparation de l'ordonnance avant la réunion, de l'informatisation, on a à peu près 60 minutes par patient. Donc, j'ai également mis une étude qui est parue en 2019 de la Société française de pharmacie clinique, qui indique que toutes ces activités de pharmacie clinique, que ce soit en conciliation, dans les EHPAD, de réévaluation des traitements, un ratio coût-bénéfice qui est assez positif, puisque pour 1 euro investi dans l'évaluation des effets indésirables potentiels au cours du séjour du patient, avec un suivi médical, pour 1 euro investi, on a à peu près 3 000 euros de sauvés pour le système, l'établissement. Voilà, donc ça prend en compte les traitements, mais également les potentielles réhospitalisations, passage aux urgences qu'il peut y avoir. C'est un coût qui a été évalué surtout en Amérique du Nord et qui essaie d'être transposé actuellement en France. Pour exemple, vous avez également, quand le pharmacien réalise un historique des traitements à l'admission du patient, donc ce qu'on fait en hôpital, la conciliation d'entrée, on a à peu près, pour 1 euro investi, 654 de sauvés. Et si le pharmacien participe aux visites de service, 1 euro investi, 212 de sauvés. Donc c'est une activité qui est difficilement assez quantifiable, mais si on se base sur ces données canadiennes et anglo-américaines, ça a un réel bénéfice. Il y a cependant quelques critères qui restent à évaluer pour ces réévaluations. Est-ce qu'on aura une diminution des passages aux urgences des patients des EHPAD, une diminution des hospitalisations, des réhospitalisations dues à l'effet iatrogénique? Est-ce qu'on aura une optimisation du temps infirmier également en EHPAD, parce qu'ils sont bien sûr en sous-effectif avec une grosse charge de travail, donc c'est un point qu'il faudra évaluer. Également un effet sur la mortalité, mais tout ça, donc ce sera évalué sur un plus long terme. Donc la pharmacie clinique, on peut également la développer en EHPAD, que ce soit par les officinaux ou par les hospitaliers également. Je vous remercie. Je vais passer la parole à ma collègue, le docteur Elodie Philippe Auchac, qui va vous présenter son travail sur les EHPAD également. Oui, merci Julien. Bonsoir à tous. Alors, donc, c'est la première fois que j'utilise Tardif. Pardon, ça c'est la dernière diapo. On va se remettre au début. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, Elodie. Ok, super. Donc, je vais vous présenter le travail qu'on a mis en place de notre côté au centre hospitalier Ariège-Couserans pour les résidents de nos EHPAD, puisque nous étions face à un problème. Excusez-moi de vous interrompre, je vois un écran noir, je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas. Moi également. Ah. Moi, c'est bon, je vois bien. Ouais. Non, bon, ça marche. Pas de soucis. Un écran noir aussi. Oui, moi aussi, écran noir. Bon, alors comment ça se fait que certains... Je vais le relancer. Ou éventuellement, sinon l'envoyer à Julien pour qu'il le présente, parce qu'on n'avait pas de souci avec son partage. Je sais pas. Ouais. Partager l'écran. Alors, je vais arrêter. Et je recommence. Là, toujours rien. C'est bon. Si, c'est bon. Ah, super. Allez,
Donc, on repart. Donc, voilà, comme l'a déjà abordé Julien, la difficulté pour nous pharmaciens, c'est de sécuriser le parcours de soins du patient au point de transition, donc en ce qui concerne les armes médicamenteuses potentielles. Donc nous, les résidents de nos EHPAD du CHTAC, il y a un avantage, c'est que la prescription informatique est faite sur notre DPI. Donc, tous les médecins hospitaliers ont accès au dossier informatisé du résident lorsqu'il est hospitalisé. La conciliation médicamenteuse, dans ce cas, elle est judicieuse puisque le recours au DPI n'est malheureusement pas toujours automatique. Donc, nous, pharmaciens, nous allons à la recherche des informations, que ce soit à l'entrée du résident en hospitalisation, avec la conciliation médicamenteuse d'entrée, comme vous l'a présenté Julien, et également à la sortie lorsque le résident retourne à l'EHPAD. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, pour pas qu'il y ait trop de redondance avec la présentation qu'a déjà faite Julien, je vais passer quelques diapos de présentation de la conciliation médicamenteuse parce qu'il en a déjà parlé. Ça, c'est un film que vous avez peut-être déjà vu, mais qui explique très bien la conciliation médicamenteuse. Il est accessible sur YouTube, donc vous tapez Hermès, erreur médicamenteuse et sécurité des soins, et c'est un petit film de 3 minutes qui est vraiment très explicite. Donc, Julien l'a dit, la conciliation des traitements médicamenteux, c'est un processus qui est très formalisé et l'objectif, c'est de vraiment prendre tous les antécédents du patient au niveau de son traitement médicamenteux, une fois qu'il arrive en hospitalisation, et de refaire la même chose une fois qu'il sort d'hospitalisation, afin que tout l'accompagnement libéral qui est fait au domicile ou à l'EHPAD ait l'information de la réévaluation du traitement qui a eu lieu durant l'hospitalisation. Donc, je vais passer parce que Julien l'a présenté déjà. Donc, ce schéma qui nous a présenté aussi image bien donc ce que nous faisons avec nos résidents. Donc, le résident est à son domicile, donc est à l'EHPAD. Il arrive en hospitalisation avec des sources de données relatives à son traitement médicamenteux qui sont directement accessibles sur le logiciel DXCare, donc notre DPI, ce qui facilite bien sûr le recueil de ces données. Donc, que ce soit pharmacien hospitalier, médecin hospitalier, nous avons accès à tout l'historique médicamenteux. Ce traitement donc habituel, il va évoluer, il va vivre durant toute l'hospitalisation jusqu'à la sortie d'hospitalisation où le résident retourne à l'EHPAD. Et où là, il y a une manipulation indispensable de la part du médecin hospitalier qui est un gage de sécurité dans le cas où elle est bien faite, c'est-à-dire la mise à jour du traitement habituel du patient, du résident, directement sur le DPI, donc le dossier patient informatisé, c'est-à-dire que le médecin hospitalier prescrit directement les modifications du traitement sur la prescription de l'EHPAD. Donc, c'est un atout important dans le sens où le médecin généraliste ne passe pas toujours rapidement, suivant son emploi du temps. Donc, au moins, là, le traitement est mis à jour immédiatement avant même que le résident revienne à l'EHPAD. Donc, cette manipulation, malheureusement, elle n'est pas toujours bien faite. Donc, nous, notre rôle en tant que pharmacien hospitalier, c'est de sensibiliser au maximum les médecins hospitaliers, que ce soit à l'entrée pour qu'ils consultent absolument l'historique médicamenteux, mais également à la sortie pour qu'ils fassent cette mise à jour. Donc là où nous intervenons, c'est beaucoup sur cette conciliation médicamenteuse de sortie et où nous faisons ce lien, puisque le médecin hospitalier, malheureusement, ne le fait pas toujours. Donc, voyons un cas clinique. Sur un de nos résidents donc, qui est hospitalisé au CHAC pour une chute. Ça, c'est le questionnaire que Julien vous a déjà présenté, qui est accessible directement sur notre logiciel DXCare, donc que le pharmacien va remplir.
et qui est accessible par tous les médecins, que ce soit médecins hospitaliers ou médecins généralistes, qui ont accès au DPI. Donc là, le pharmacien remplit tout l'historique médicamenteux avant l'hospitalisation et les modifications qui ont été apportées durant le séjour et jusqu'à la sortie. Donc, ce qui est intéressant, c'est le tableau bilan. Donc, pareil, Julien vous l'a montré, vu que nous avons le même outil. Donc, ce tableau bilan, il va être directement généré suite à la conciliation médicamenteuse de sortie effectuée par le pharmacien. Et ce tableau bilan, il sera transmis au médecin généraliste, donc au moment de la sortie, via Medmail. Alors, si l'on regarde dans ce cas notre patient qui a été hospitalisé donc, au CHAC, durant son séjour, un certain nombre de modifications ont été apportées à son traitement et ce tableau donc, les expose. Alors, expose les modifications et expose les erreurs médicamenteuses, c'est-à-dire les défauts dans le lien sur le traitement médicamenteux du patient, puisque par exemple, si l'on prend le premier médicament, donc ce patient, cette colonne-là, c'était les traitements habituels avant l'hospitalisation, donc ce patient était sous Préviscan et le médecin hospitalier fait le choix donc, de le passer sous Lovenox en vue d'un relais par liquide. Donc, durant l'hospitalisation, le Lovenox est bien instauré. Malheureusement, au moment de la sortie, le résident retourne à l'EHPAD. Donc, le traitement habituel avant l'hospitalisation est automatiquement régénéré quand le résident rentre à l'EHPAD, ce qui fait que l'infirmier qui récupère son patient a accès donc au traitement avant l'hospitalisation et ne voit pas les modifications si elles n'ont pas été apportées par le médecin hospitalier. Donc c'est le cas ici puisque le médecin hospitalier n'a pas prescrit le Lovenox et pas les liquistes puisqu'il aurait pu le faire en le prescrivant plus tard. Donc là, le résident revient à l'EHPAD et c'est toujours le Préviscan qui est en cours. Si l'infirmier n'a pas la présence d'esprit d'aller regarder la prescription de sortie et le courrier du médecin, c'est le Préviscan qui se conduit. Donc là, nous, en pharmacien, on intervient puisqu'il faut à tout prix informer déjà le médecin hospitalier qui fasse la mise à jour et l'infirmier des modifications. Le cardégique a été poursuivi durant l'hospitalisation. J'avais téléphoné au médecin généraliste pour lui présenter les modifications du traitement et il avait fait le choix de l'arrêter au retour à l'EHPAD. Le Lasix est aussi poursuivi durant toute l'hospitalisation et à la sortie. Le Trinipatch, qui était avant l'hospitalisation, a été arrêté durant l'hospitalisation. Donc là aussi, on est confronté à certaines erreurs médicamenteuses qui sont dues à l'absence de consultation des traitements avant l'hospitalisation par les médecins qui font l'entrée. Donc notamment aux urgences, quand, par rapport à toutes les difficultés qu'il peut y avoir aux urgences, les traitements habituels ne sont pas toujours consultés ou mal consultés. Donc là, en l'occurrence, le Trinipatch avait été interrompu, mais c'était une divergence non intentionnelle. Donc, le médecin généraliste l'a bien reconduit au retour à l'EHPAD. Pareil pour le Nadispray, même cas. Des traitements ont été poursuivis donc, durant l'hospitalisation et reconduits à la sortie. C'était le cas du Séroprame, de l'Aldol, du Diffuca. Même souci à l'entrée, des traitements ont été arrêtés, mais non intentionnellement. C'est le cas du Tardiféron, du Xanax et du Noctamide. Donc ça, je m'en rends compte en lisant toutes les observations médicales durant le séjour et j'appelle toujours le médecin hospitalier pour qu'il me confirme que ces arrêts sont non intentionnels. Donc le médecin généraliste les a reconduits dès le retour du résident à l'EHPAD. Le paracétamol avait bien été poursuivi durant l'hospice et à la sortie.
Et enfin, là, 2 traitements avaient été initiés durant l'hospitalisation et malheureusement non prescrits sur le logiciel à la sortie. Donc là, notre rôle est de suite d'alerter le médecin hospitalier et le médecin généraliste qu'il faut que la prescription soit mise à jour sur le logiciel. Donc, c'était le cas de l'Augmentin et du Seresta. Voilà pour ce cas qui est un cas d'école parce qu'on voit bien les difficultés à l'entrée et à la sortie et le rôle vraiment de tous les acteurs de veiller à ce que la continuité du traitement et les modifications soient toujours réévaluées et les informations soient bien transmises. Voilà, donc là, notre problème, c'était bien sûr pas de Lovenox ni d'Augmentin à la sortie, et ce qui a été corrigé rapidement. Donc voilà pour ce cas clinique. Les entrées et les sorties d'hospitalisation de nos résidents sont vraiment des points de transition à risque d'erreur médicamenteuse. Donc nous, en tant que pharmaciens, on essaie de sécuriser au maximum ces points de transition, déjà en analysant les prescriptions, puisque nous faisons 100% des analyses, et également en sensibilisant tous les acteurs qui interviennent sur le circuit du médicament. Donc à l'entrée, bien sûr, avec toujours ce réflexe de bien contrôler le traitement habituel du résident avant l'hospitalisation. Ce contrôle il est simple lorsqu'on a un DPI commun entre l'EHPAD et l'hôpital, puisqu'on a juste à aller se positionner sur le séjour de l'EHPAD et à regarder les traitements habituels. C'est plus complexe quand c'est un autre patient qui vient de l'extérieur, et ça Julien vous en a déjà parlé. Donc là, c'est une facilité, mais il faut que les médecins soient vigilants là-dessus. Et pareil pour la sortie, donc là, nous intervenons et nous essayons de sécuriser au maximum ce retour à l'EHPAD et la mise à jour du traitement sur le logiciel qui est indispensable. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour les questions. Merci Élodie. Maintenant, nous allons avoir une petite présentation sur l'étude Rising Dome. Est-ce que tu vas nous présenter, Élodie? Oui, je continue sur ma lancée. Alors, ok. Donc, alors là, je vais vous présenter une étude. Tu me dis si c'est bon, Julien, pour être sûr. Hop. Voilà. Tac. C'est bon, tu vois mon écran? Oui, c'est bon, oui. Ok, super. Alors, donc là, je vais vous présenter une étude à laquelle je participe en tant que pharmacien, donc sur le CHAC. La personne qui est plus à même de vous présenter tous les aspects pratico-pratiques, c'est notre infirmière qui est référente donc, sur l'unité mobile de gériatrie qui s'appelle Sandrine Bidou et qui n'était pas disponible ce soir. Donc, je prends sa place. J'espère que je vous présenterai l'étude au mieux et que j'arriverai surtout à répondre à vos questions s'il y en a. Donc, cette étude Rising Dome, c'est une étude donc, pilotée par le Gérontopole qui nous a été proposée et qui permet donc d'évaluer tous les facteurs de risque de chute et d'une prise en charge personnalisée, évaluer donc l'impact de cette prise en charge personnalisée sur la mortalité et l'institutionnalisation après intervention du SAMU chez la personne âgée à domicile. Donc, notre objectif, c'est de mettre en place une prise en charge personnalisée suite à une chute d'une personne de plus de 60 ans et de comparer tous les bénéfices sur la mortalité et l'institutionnalisation en termes de délai face à une prise en charge classique d'un patient qui chute. Alors,
Donc, quelques points de contexte rapide. La chute est la première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans, avec bien sûr un impact péjoratif sur la condition physique, psychologique et la qualité de vie. Et elle est prédictive d'entrer en institution. Il y a un rapport DRESS en 2005 qui a mis en évidence que 24% des personnes de 65 à 65 ans déclaraient être tombées au cours des 12 derniers mois. D'où la nécessité souvent du SAMU qui intervient simplement pour un relevage. Le Gérontopole, avec le SAMU 31, a mis en place une étude pilote sur des tuteurs, et cette étude a montré qu'aucune intervention n'était programmée après le passage des SAMU, et parfois même le médecin généraliste n'était pas informé de cet événement. C'est pourquoi l'étude, le projet Rising Dome est né grâce à un financement du PREPS, le programme de recherche de la performance du système des soins. Alors, quel est l'objectif de cette étude? L'objectif principal, c'est d'étudier l'effet d'un plan d'intervention personnalisé proposé par une infirmière d'évaluation gérontologique à domicile chez les personnes âgées qui ont donc fait appel au SAMU pour chute. Il faut que cette personne âgée ne bénéficie soit seulement des soins sur place par le SAMU ou d'un passage par les urgences, mais avec une hospitalisation inférieure à 24 heures. Donc, une UHCD voilà, de max 24 heures, sinon cette personne ne peut pas être incluse dans l'étude. Et donc, l'objectif, c'est d'étudier l'effet de ce plan sur le délai d'entrée en institution ou le délai d'apparition d'un décès avant institutionnalisation. Et tout ça, on le compare aux soins usuels d'un patient chuteur hors étude. Les objectifs secondaires sont multiples. Tout d'abord, évaluer l'impact de cette intervention donc à 12 et 24 mois sur le nombre de rappels au SAMU pour chute donc de la part de la personne qui a chuté initialement, le nombre d'hospitalisations non programmées, le niveau de dépendance fonctionnelle, la qualité de vie de la personne et le nombre de sujets décédés ou institutionnalisés. Mais également, l'effet de l'intervention personnalisée sera également évalué sur le délai de survenue du premier appel au SAMU pour chute et de la première hospite non programmée. Alors, comment se passe cette étude? C'est une étude interventionnelle multicentrique en ouvert qui est randomisée avec 2 groupes. Donc, un groupe d'intervention qui va bénéficier de tout ce plan personnalisé avec une évaluation gérontologique standardisée et un bilan de chute réalisé à domicile par l'infirmière gérontologie. La proposition de ce plan d'intervention personnalisée pour corriger les facteurs potentiellement réversibles et modifiables, que ce soit dans l'habitat, que ce soit au niveau du traitement, que ce soit dans la prise en charge par un autre professionnel de santé comme un kiné. Et également un suivi rapproché par l'infirmier gérontologique pour la mise en pratique du plan d'intervention personnalisé sur toute la durée du suivi qui est de 24 mois, avec 6 visites à domicile de la part de cet infirmier et 5 appels téléphoniques. Le groupe témoin, lui, bénéficiera des soins usuels, c'est-à-dire la mise en place d'une documentation sur les recommandations simples pour la prévention des chutes et le bien vieillir. Donc, cette étude, l'objectif est d'inclure 1190 sujets sur 18 mois. Le suivi de chaque patient va de 24 à 42 mois. La durée totale de la recherche est de 5 ans et 12 centres hospitaliers participent sur la région. Voilà tous les centres, dont le CHAC. Nous allons commencer en novembre 2019. Quels sont les critères d'inclusion? Oui, pardon, tout à l'heure j'ai dit 60 ans, c'est 70 ans. Hein, je confondais avec ce que je vous présente après. Donc, au moins 70 ans, qui vit à domicile, y compris les foyers de logement ou les résidences d'autonomie. La personne doit habiter un maximum 45 minutes d'un centre hospitalier participant à l'étude.
Le SAMU doit intervenir pour chute à domicile sans qu'il y ait d'hospitalisation, comme je vous l'ai dit, ou hospice, mais de moins de 24 heures. Le patient ou sa personne de confiance, sa famille, son représentant est capable de donner des renseignements téléphoniques. Le patient ou sa personne de confiance, sa famille, son représentant légal doit donner son consentement, bien sûr, et la personne doit être affiliée à un régime de sécurité sociale. Les critères de non-inclusion, c'est une dépendance totale et l'entrée en EHPAD déjà programmée dans les 3 mois à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'un patient soit inclus dans cette étude? Donc, déjà, le SAMU rentre quotidiennement un certain nombre d'indicateurs pour les personnes qui sont prises en charge par le SAMU, et notamment lorsque la raison de la prise en charge est la chute. Donc, cette liste, elle va être regardée quotidiennement par l'ARC de l'étude, qui va appeler chaque patient, donc chuteur, et qui répond bien sûr aux critères d'inclusion, qui va appeler chacun de ces patients pour savoir s'il est intéressé pour participer à cette étude en lui exposant les 2 bras. Donc, l'accord est donné ou pas. Bon, s'il n'est pas donné, bien sûr, la personne ne rentre pas dans l'étude. Si l'accord est donné, donc l'ARC prend les informations et poursuit l'inclusion. Ensuite, à partir de là, l'ARC va contrôler si tous les critères d'éligibilité de la personne sont corrects. Si le patient n'est pas éligible, donc bien sûr, il ne sera pas inclus. Si le patient est éligible, l'ARC va se connecter à la plateforme de l'étude, d'échange de données de l'étude, et va remplir un certain nombre d'informations afin de créer le dossier pour cette personne. Voilà, je passe pardon, les diapos qui ne sont pas nécessaires, je vais à l'essentiel. À partir de là, c'est le médecin investigateur qui va entrer en jeu, puisque c'est lui qui va appeler le patient pour lui demander son consentement éclairé à l'oral. Donc, le médecin investigateur téléphone au patient, lui explique le protocole, répond à ses questions et surtout que le consentement. Si le patient ne donne pas son consentement, c'est sûr, il ne sera pas inclus. Et si le consentement est donné, donc l'inclusion est faite. Voilà, je passe les diapositives qui ne sont pas utiles ce soir. Alors, voilà le schéma qui récapitule l'inclusion d'une personne et tout son suivi. Un suivi donc, qui est dense. Alors, une fois que l'inclusion est faite, là, c'est la plateforme pilotée par le CHU de Toulouse qui va assurer la randomisation, et le patient va être soit inclus dans le groupe témoin, donc avec tous les soins visuels dont je vous ai parlé, soit dans le groupe intervention, sachant qu'il y a un prorata de 1 pour 1 dans chaque centre. Alors, si le patient est inclus dans le groupe intervention et dans le groupe témoin, dans tous les cas, l'ARC l'appellera pour l'informer donc de quel groupe il relève. Et si c'est le groupe intervention, dans les 7 jours ouvrables, il y aura la visite de l'infirmier gérontologique. Donc, l'infirmier gérontologique fait une visite à domicile dans les 7 jours afin de recueillir toute une liste de données assez complète. Et 7 jours, au maximum 7 jours après cette visite, un RCP se réunit. Ce RCP, il est composé de l'infirmier gérontologique, du médecin gériatre et du pharmacien hospitalier. Donc, ce RCP, il permet de mettre en avant
tous les facteurs de risque de chute chez cette personne. Donc moi, pour mon côté, c'est bien sûr la iatrogénie médicamenteuse, donc en étudiant tout le traitement habituel du patient et en mettant en avant donc les médicaments iatrogènes et également les médicaments non indiqués par rapport aux patients et à ses comorbidités. Peut-être certaines indications qui sont non traitées également. Donc, on fait une réévaluation totale de son traitement avec le médecin gériatre. De son côté, avec l'infirmier, ils font également une réévaluation sur, comme je vous disais, sur le logement, sur les soins potentiellement nécessaires. Et à partir de là, un bilan est dressé qui sera transmis au médecin généraliste afin de l'informer de toutes les mesures qui seraient intéressantes de mettre en place pour son patient. À partir de là, dans la semaine qui suit, l'infirmier gérontologique assure une nouvelle visite au domicile afin de transmettre les conclusions aux patients. Et s'en suivront donc plusieurs visites tous les 6 mois, à 6 mois, à 12 mois, 18 mois, 24 mois, avec entre-temps des appels téléphoniques de la part de l'infirmier gérontologique afin de s'assurer que les mesures nécessaires sont mises en place et de discuter avec le patient. Est-ce que ces mesures mises en place lui conviennent? Est-ce que peut-être d'autres points serait intéressant de relever. Voilà, c'est vraiment un échange avec lui qui est constant, qui vit avec tout ce suivi. L'ARP de l'étude assure un suivi donc plus, disons, plus distant, plus formel, que ce soit pour le groupe le groupe témoin et le groupe intervention. Voilà pour la présentation de l'étude. Je ne sais pas, il y a un bruit de fond, peut-être quelqu'un a son micro allumé. Donc voilà pour la présentation de l'étude. Je m'arrête là pour ce point. En revanche, je vais vous présenter très rapidement l'étude ICOP qui est nous utilisons au centre de vaccination, donc de notre côté au CHAC. Alors là, je n'interviens pas du tout, donc c'est vraiment un titre informatif. C'est ma collègue, l'infirmière gériatre, qui m'a demandé de le faire car c'est intéressant d'en parler ce soir. Donc, le programme ICOP, c'est un outil qui a été monté par l'OMS afin de déceler au plus tôt la fragilité chez la personne âgée et surtout de rendre la personne âgée vraiment actrice de cette surveillance. Vous allez voir, avec cet outil qui peut être utilisé avec n'importe qui. Donc, voilà, rapidement, bien sûr, le nombre de personnes âgées dépendantes dans le monde augmente avec un impact sur nos sociétés, sur le système de santé, sur la qualité de vie. Donc l'objectif de cet outil, ça va être de diminuer le nombre de personnes âgées dépendantes en mettant en place une vigilance le plus tôt possible afin de déceler la fragilité le plus précocement possible. Donc ce programme ICOP se définit en 5 étapes avec une surveillance donc des capacités fonctionnelles de la personne, que ce soit au niveau de la nutrition, la cognition, la vision, l'audition, la locomotion, la dynamique. Tous les acteurs de santé peuvent participer à l'utilisation de cet outil. Alors, il y a différentes phases dans la mise en place de cet outil. Tout d'abord, le dépistage de la fragilité. Donc, cet outil qui est simple et rapide, je vais vous présenter le questionnaire juste après, peut être utilisé par tout professionnel formé, même pas obligatoirement un professionnel de santé. Donc, c'est tout l'intérêt. Et surtout, il peut être utilisé par l'aidant et le senior dans une auto-évaluation qui pourra
se faire donc plus tard dans le temps et qui peut permettre donc aux seniors de s'auto-évaluer au fur et à mesure des années. Donc cette évaluation, c'est un questionnaire donc, avec un certain nombre, comme je vous présentais, de critères qui sont évalués et qui permet d'apporter un score de fragilité. Tout ceci dans le but d'élaborer un plan de soins personnalisé en fonction donc, du degré de fragilité de la personne et l'intervention donc, possible pluridisciplinaire pour accompagner le senior et bien sûr repousser au maximum la dépendance. Donc cet outil amène un fléchage du parcours de soins et un suivi en impliquant bien sûr le senior lui-même, l'aidant et tous les professionnels qui peuvent participer. Alors voilà ce questionnaire. Donc, qui est très simple, qui aborde différents thèmes comme la cognition, la nutrition, la vision, l'audition. Alors, pourquoi mettre en place, diffuser ce questionnaire, cet outil en région Occitanie? C'est tout simplement pour permettre au maximum de maintenir l'autonomie des seniors grâce à cette surveillance qui va être répétée, une surveillance au niveau des capacités fonctionnelles et le gros point positif, c'est le suivi dynamique grâce à cette application. Donc, je vais vous montrer, c'est une application sur téléphone ou un logiciel à télécharger sur l'ordinateur. Et vraiment, donc, un suivi dynamique par le senior lui-même ou l'aidant ou les personnes qui l'entourent. Donc, les seniors autonomes qui ont 60 ans ou plus, tous les professionnels de santé, mais également les professionnels qui ne sont pas du domaine de la santé, à partir du moment où ils sont formés, les aidants, les seniors eux-mêmes, et commandent avec cet outil proposé donc, par l'OMS, qui est très simple d'utilisation. Comment ça se passe? Donc, il y a cette application disponible donc, sur téléphone ou le logiciel téléchargé sur ordinateur qui permet de créer un dossier patient avec une outil d'information qui explique au patient l'objectif et bien sûr la sécurisation de toutes les données médicales. Et donc, à partir de cet outil, ce questionnaire initial, tout le suivi qui va pouvoir être fait tous les 4 à 6 mois à partir du moment où le patient a été inclus dans cette base de données. Donc, cette première création du dossier peut être faite par un professionnel de santé, comme je vous disais, ou tout professionnel formé, mais non le santé. Cette base de données, elle va vivre, puisque en fonction des résultats des indicateurs de la personne, il va y avoir une alerte ou pas qui va être transmise au professionnel de santé qui accompagne habituellement la personne, et afin de mettre en place, si besoin, une évaluation gériatrique, un plan d'intervention afin d'accompagner donc le senior au maximum pour éviter l'apparition de la dépendance à terme. Voilà, donc là je vais passer. L'important c'est cette diapositive avec tous les moyens pour vous de vous renseigner sur cet outil, avec des formations en ligne qui sont très explicites, des outils de formation, des outils de communication et l'exemple chez nous au centre de vaccination du CHAC, donc, où les infirmiers libéraux peuvent intervenir au moment où la personne, le senior attend son vaccin, dans la salle d'attente, l'infirmier libéral donc, peut intervenir pour réaliser le questionnaire et renseigner donc, la base de données. Voilà, j'ai terminé. Merci du coup à toute l'équipe du Shiva et du CHAC pour ces présentations.
Donc, c'était très enrichissant. On a bien navigué entre la ville et l'hôpital par la présentation et les retours d'expérience de l'ensemble des professionnels qui ont pris la parole ce soir. Je ne sais pas combien de participants sont encore connectés et si certains d'entre vous veulent prendre la parole, s'il y a des infirmiers, des médecins notamment ou des gériatres de connecter sur l'une des missions qui a été présentée, que ce soit la conciliation en hospitalisation ou en EHPAD, les bilans partagés de médication, le projet de recherche Rising Dome ou le projet ICOP. Amandine, vas-y. Au fil des présentations, je me suis noté quelques questions, donc n'hésitez pas si ça peut vous remettre dans le bain. Par rapport à la première intervention par rapport à la toute première intervention de Julien, du coup, vis-à-vis de la conciliation médicamenteuse, que ce soit la conciliation d'entrée ou les conciliations de sortie, quels sont les canaux de communication que vous utilisez? Alors, pour les conciliations d'entrée, nous privilégions d'abord d'appeler nos collègues officinaux, parce qu'ils ont quand même une base de données assez importante, que ce soit sur les traitements chroniques. Si le patient change de médecin généraliste, on ne sera pas forcément informé par rapport à la dernière hospitalisation du patient. Ils ont également des informations sur l'automédication, la vaccination maintenant. Donc on a une bonne source d'informations assez fiable avec les officinaux. En complément, on peut appeler également le médecin généraliste, le médecin spécialiste. Si on a le besoin, on appelle également la famille du patient. On peut également voir avec le patient lui-même si un entretien est possible au niveau de son état cognitif. Donc ça, c'est les moyens pour la conciliation d'entrée pour nous permettre de faire le point sur les traitements. Au niveau de la sortie, on communique beaucoup par messagerie sécurisée, Medimail, donc pour l'envoi des bilans de sortie d'hospitalisation, les bilans partagés de médication en EHPAD. Certains médecins ont privilégié l'envoi courrier papier. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore informatisés. Voilà, après on a une nouvelle messagerie électronique aussi sécurisée qui s'appelle Spico, qui n'est pas encore très développée, mais peut-être à l'avenir. Donc on utilise ces principaux outils-là. On peut également appeler le pharmacien officinal ou le médecin à la sortie d'hospitalisation s'il y a vraiment quelque chose de majeur à signaler ou à noter dans le dossier du patient pour sa prochaine réévaluation ou son prochain passage à l'officine. Ok, merci. Et du coup, pour rester sur cette thématique de conciliation médicamenteuse, donc vous avez parlé là avec Élodie de la conciliation des patients en EHPAD, du fait de l'accessibilité aux dossiers patients informatisés, au DPI. Est-ce que du coup vous astreignez à avoir de multiples sources ou du coup simplement la consultation du DPI vous sert à la réalisation de la conciliation? Et du coup, la question qui en découle, en fait, c'est pour ces patients-là en EHPAD, vous devez gagner un temps important. Conciliation d'un patient en EHPAD versus conciliation d'un patient qui ne provient pas de ces EHPAD informatisés. Quel est le ratio temps passé par patient? Je ne sais pas si c'est clair. Alors, je ne sais pas comment ils font au CHAC. Après, nous, c'est vrai que le système informatisé des Xcare, on se base beaucoup dessus parce que les médecins généralistes viennent prescrire dessus pour la plupart. Après, on a tout le temps des ordonnances écrites. Après, on essaye de suivre également les bilans, les patients qui sortent
de l'hôpital pour lequel on fait un bilan de conciliation de sortie, mais au final, le patient va être passé dans une institution. Donc, si c'est notre institution, on va également faire un suivi par ce moyen-là. Donc, après, je laisse la parole à Elodie pour sa méthode de travail sur le chagrin. Oui, ben là, en l'occurrence, effectivement, c'est un avantage important dans le sens où moi, je vais me fixer seulement sur le DPI, vu que le médecin généraliste prescrit seulement là-dessus. Donc, effectivement, ça diminue nettement le temps passé sur la conciliation, puisque une consigne d'entrée, en moyenne, c'est 45 minutes. Là, ça va prendre 5 minutes, quoi. Hein. Le temps vraiment de faire le point sur tout ce qui est presque à l'EHPAD et tout ce qui est reconduit à l'entrée. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Et je sais que c'était pour vous partager aussi ce point-là. Je sais qu'il y a des logiciels pluriprofessionnels qui travaillent également pour faire des ponts en fait, avec l'hôpital, justement pour faciliter ce travail-là. Et c'est vrai que pour la connexion avec la ville, ça serait des leviers importants pour... je ne sais pas si certains d'entre vous en sont déjà dotés à l'officine, mais c'est potentiellement des outils aussi précieux pour la conciliation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur la conciliation médicamenteuse. Question du docteur Comette. Par rapport aux officinaux, je voudrais connaître un peu le ressenti des officinaux par rapport on les appelle conciliation d'entrée. Et puis maintenant, on fait un petit peu plus de conciliation de sortie. Donc le ressenti aussi sur le retour d'information. Est-ce que le mail, ça suffit? Est-ce que vous attendez un appel? Voilà, quelles sont les attentes des officinaux par rapport à ça? Tu peux dire un peu voilà, votre ressenti déjà le fonctionnement, voilà. Non, c'est intéressant. Il a dit le relier, quoi. Et c'est pas d'ailleurs, moi je crois qu'on est plus réactif si on fait du direct, du live. Si vous appelez, bon, c'est vrai qu'on est hyper sollicité au téléphone, mais enfin, le live il est plus direct. Si tu fais un mail, déjà tout le monde, on n'ouvre pas les mails continus, parce que tu n'as pas le temps dans la journée de faire les mails. Le mail, il va quand on fait un échange comme ça, on a le temps de préparer le bilan, on s'écrit pour des points, voilà. Mais le recueil d'informations, je pense que, enfin, je ne sais pas ce qu'en penseront les autres, mais le recueil direct par téléphone, c'est encore le mieux. Ça. Et la sortie, donc, voilà. Pareil, parce que là, on a reparlé de mail, mais pareil. Après, moi j'aime bien recevoir le papier avec le schéma, le tableau, et puis je peux aussi l'incrémenter dans mon propre logiciel. On peut ajouter des infos comme ça. Et il faut vous donner deux, mais si vous avez besoin d'infos, moi je les prends. Je pense que répondre les autres, la famille faut le faire. Je veux bien intervenir si vous voulez. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, super. Je suis le pharmacien de l'EHPAD sur l'Aise, en fait. Je travaille avec l'EHPAD familial, le parc, à l'EHPAD sur l'Aise. Et c'est un EHPAD qui utilise le logiciel Titan avec lequel je suis connecté en permanence. Alors, bon, je vois beaucoup d'hospitalisations, enfin de personnes qui vont au Shiva, mais je n'ai pas de retour, de fiche automatisée de conciliation de sortie. Je n'ai jamais vu ce document dans une pratique quotidienne. Et voilà, je voulais savoir si un jour ça avait une chance d'arriver vers moi. Enfin, dans Titan même, je n'ai pas vu dans le logiciel Titan de documents enregistrés de ce type.
C'est peut-être lié au fait que les critères d'éligibilité des patients qui sont hospitalisés ne matchent pas avec ceux qui sont priorisés dans la conciliation, mais je laisse l'équipe du Shiva ou du CHAC répondre. Oui, en effet, déjà on a une première barrière qui est nos critères de priorisation, donc supérieur à 65 ans, plus un médicament arrivé par les urgences. Après, actuellement, sur la conciliation dans les services, donc il y a moi et on a également une interne. Donc on est physiquement présent dans 2 services qui sont le cours Saint-Jour gériatrique et la cardiologie. Donc après, voilà, ça dépend vraiment des services, mais tous les patients gériatriques qui iront en chirurgie, on ne les verra pas forcément, tout simplement. Donc, mais c'est vrai que pour votre pharmacie, je me rappelle très bien, je n'avais pas de patients à vous orienter. Voilà, c'est un peu, ça dépend vraiment les patients, mais c'est vrai qu'en général, c'est des patients donc, qui sont autour du centre hospitalier. Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois on a des patients franco-espagnols, andorrans, on a envoyé une conciliation à une pharmacie de Séville en Espagne, donc on peut aller très loin aussi. Hein. Mais on essaye d'orienter et voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que la publicité, elle était en date de prix jusqu'à novembre 2020 parce qu'on avait juste une interne qui faisait cette activité. Voilà, au préalable l'année, en juillet 2020, on fait que l'entrée et au Shiva, côté Saint-Jean aussi, on faisait que l'entrée avec une interne qui faisait que la conciliation d'entrée. La conciliation de sortie, on la développe depuis l'arrivée de Julien, donc en novembre 2020. Ce qui fait qu'encore, peut-être, voilà, vous n'avez pas eu beaucoup de conciliation de sortie. Voilà, on était vraiment dans ce cycle-là. Et donc, l'interne, Mélanie, elle assure la conciliation de sortie au conseil pédiatrique. Et Julien a développé l'activité sur la cardiologie. Voilà, donc, c'est quelque chose qu'on compte pérenniser. En fait, en valorisant ce que présenté Julien, notamment avec des gains éventuels dans les EHPAD, voilà, et on compte pérenniser ce poste parce que pour le moment, il est financé dans le cadre du projet Optimage. Et voilà, si on développe cette activité qui est maintenant obligatoire aussi pour nous, on compte la pérenniser. J'espère que vous aurez à ce moment-là plus de retours de conciliation et si on peut la développer, si on arrive à gagner un peu plus de temps aussi dans nos activités, mais là actuellement on ne peut pas en parler avec la vaccination, mais si après la vaccination on arrive à gagner un peu plus de temps dans nos activités, on essaiera aussi de déployer sur d'autres services et à ce moment-là, voilà, Peut-être une petite précision aussi par rapport au dernier, c'était l'avenant conventionnel de février 2020. Les pharmaciens d'officine ont la possibilité de réaliser des bilans de médication aux patients d'EHPAD. Donc, dans le cadre du projet Optimage, Julien a la possibilité d'accompagner les pharmaciens d'officine via le tutorat. Donc, M. Bascoulas, si vous voulez bénéficier de son expertise hospitalière sur les EHPAD, ça pourrait être intéressant de pouvoir le dupliquer à la ville et de pouvoir... Je piaffe, il me tarde vraiment de collaborer avec Julien. À titre personnel, nous n'avons pas de médecin coordinateur à l'EHPAD et donc on a un rythme de 2 bilans de médication par semaine. Voilà, donc oui. Ben, moi j'ai eu la chance de participer à... C'est déjà en place du coup. Comment ? C'est déjà en place, vous. Super. Oui, bien entendu. Et on peut imaginer que ces conciliations de sortie, en fait, elles soient transmises aussi dans les maisons de santé, hein, pluriprofessionnelles. En tout cas, j'ai participé à l'étude sur les bilans de médication. Bimédoc, le PREPS, Bimédoc. La Bimédoc, et bon, ça m'a mis quand même le pied à l'étrier, il faut quand même reconnaître ça. Et voilà, donc j'ai aussi des médecins sur le village qui ont déjà vu des bilans de médication, donc ça facilite beaucoup les choses, et en particulier donc à l'EHPAD si je
Comme je travaille avec l'EHPAD, du coup, je travaille avec l'infirmière coordinatrice qui vit mes bilans de médication et qui a du coup le pied à l'étrier pendant les visites avec les médecins. Voilà. Et du coup, Monsieur Bascoulès, comment vous procédez dans la réalisation du bilan de médication? Parce que c'est atypique, les EHPAD, le recueil d'informations, il n'est pas tel qu'on le fait. Est-ce que vous... Surtout en ce moment. Alors, j'ai acquis une licence qui me permet de communiquer avec Titan par Pharmagest. Là, j'ai une liaison VPN sécurisée, donc je me connecte à l'EHPAD et j'ai accès au dossier médical. Donc, c'est pour ça que je me permets de... Enfin, je vois quand les gens sortent, quand les gens vont en hospitalisation, reviennent, et je vois souvent, enfin, j'accède alors, depuis peu à ce logiciel et je note malgré tout qu'il est quand même pas toujours très bien renseigné dans les antécédents, dans le recueil d'informations se fait par les équipes comme elles peuvent, avec parfois des sous-effectifs. Voilà. C'est chronophage. Je travaille avec une étudiante qui est sensibilisée à ça et j'ai la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui aime ça et du coup on arrive à tenir ce rythme un peu là. Voilà. Donc du et coup, ça, pardon. Du coup, vous préparez vos bilans de médication avec le logiciel, le recueil d'informations, vous le faites avec le logiciel et après, vous faites une réunion en quelque sorte de concertation avec les membres de l'EHPAD, dont l'infirmière et les médecins qui peuvent intervenir auprès des patients pour discuter des propositions d'optimisation thérapeutique que vous avez pu identifier. Je transmets aux médecins par messagerie sécurisée. D'accord, ok. Et on discute des cas avec l'infirmière coordinatrice. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Depuis un an déjà, enfin, je travaille le terrain depuis longtemps, on n'arrive pas à ça du jour au lendemain. Ouais. C'est un peu particulier, mais voilà. Ça se passe plutôt bien. Ben, merci pour votre retour d'expérience, Monsieur Bascoulès. Et j'aimerais juste ajouter un mot avant peut-être qu'on clôture cette rencontre. C'est qu'on a pu voir au fil de l'ensemble des présentations que l'exercice coordonné avec les autres corps de métier, donc les gériatres, les médecins traitants, les infirmiers, est quand même primordial pour mener à bien toutes ces missions pharmaceutiques, que ce soit la conciliation médicamenteuse, l'optimisation thérapeutique, les entretiens pharmaceutiques. On voit, on touche du doigt la plus-value que peut apporter ce type de collaboration. Et comme le disait tout à l'heure le docteur qui avait été interviewé par Martine Auger, les exercices isolés, même en soins primaires, vont tendre à disparaître au profit donc, de ces expériences pluriprofessionnelles. Même si on n'a pas la chance d'être encore dans des structures d'exercice coordonnés, c'est possible en décloisonnant, en se rencontrant et en échangeant en direct, de vive voix, pour apprendre à se connaître et se familiariser avec les modes de fonctionnement de chaque profession. Et du coup, je trouvais intéressant de souligner ça quand même. Voilà. Les multiples casquettes du pharmacien sont d'autant plus intéressantes quand il s'inscrit dans un exercice pluripro avec des médecins et des infirmiers à ses côtés. Justement, je voulais rebondir sur Raya. J'avais juste une dernière question pour Julien. Lors du lancement des BPM en EHPAD, est-ce que justement vous avez communiqué auprès des médecins généralistes qui sont impliqués dans l'EHPAD pour les informer que vous allez mettre en place cette activité, ou juste ils ont été informés en recevant les courriers? Alors, comme Martine avait dit tout à l'heure, on a sélectionné avec les infirmiers, médecins coordonnateurs, les médecins qui étaient le plus ouverts à ce travail. Donc, en concertation avec l'infirmier, on a défini 3 médecins généralistes que j'ai rencontrés
pour la moitié d'entre eux, pour deux d'entre eux directement à l'EHPAD. Et pour le dernier, je vais passer un appel téléphonique préalable pour l'informer de ce travail. Et les deux que j'ai rencontrés m'ont donné leur accord. Le troisième était un peu hésitant et après le premier bilan, il a accepté qu'on poursuive le travail. Donc oui, je les préviens en amont quand même de cela pour qu'ils ne soient pas étonnés, notamment vis-à-vis du médecin coordonnateur de l'EHPAD, pour pas qu'il y ait une malentendu entre les professionnels. Ok, super, merci. Question du docteur Comet. On n'entend pas très bien. C'est un complément d'information pour nos collègues hôpitaux. En fait, le patient, quand il sort d'hospitalisation, il doit sortir avec la lettre de sortie d'hospitalisation. Et si le pharmacien d'officine lui demande, en fait, vous pouvez lui demander est-ce que si vous pouvez consulter cette lettre de sortie. Et donc, vous avez là les traitements mis à jour pour le traitement suite à l'hospitalisation. Et je pense que c'est intéressant de le voir parce que en fait, on a des réhospitalisations. Alors, c'est des patients qu'on n'a peut-être pas conciliés, voilà, mais on a pas mal de réhospitalisations avec des traitements qui ont été revus par les gériatres pendant l'hospitalisation et les patients, ils reviennent avec le traitement initial d'avant l'hospitalisation. Et donc, ça pose, c'est vrai que ça pose problème. C'est vrai que le courrier, il n'est pas forcément lu, le patient l'a gardé, voilà, et ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette information et de la demander aux patients pour la continuité de la prise en charge et pour essayer d'améliorer et d'avoir un meilleur suivi en post-hospitalisation. On l'a dans le cas des bilans, quand il va chez le patient, qui demande tous ceux qui sont contents au contraire de nous apporter des informations, mais au comptoir, des bilans hospitaliers, très rarement. Et oui, je dirais qu'il y en a avec quoi. Il y en a avec l'ordonnance. Après, voilà, je pense que tout ce qui est outils de e-santé vont nous aider dans le futur à éviter ce type d'inconvénients. Et grâce au projet Optimage, on peut se rendre compte que, par exemple, la Catalogne a développé la e-prescription depuis déjà plusieurs années, qui sont en avance par rapport à nous. Sur la Navarre, on a pu voir que la conciliation médicamenteuse, pareil, était très très bien articulée entre la ville et l'hôpital avec des logiciels partagés, des outils d'analyse pharmaceutique sur lesquels ils pouvaient s'appuyer et qui étaient donc qui intégraient donc toutes les dimensions de la e-santé et qui facilitaient grandement ce parcours patient. Donc on espère que grâce au projet Optimage, on apporte un petit peu de cette innovation sur nos territoires transfrontaliers, petit à petit. Voilà, on avance tout doucement. On a le premier projet Optimage, on espère peut-être un deuxième pour aller plus loin sur ces aspects-là, notamment de la e-santé. Je voulais juste ajouter un mot pour toutes les personnes connectées ce soir, c'est qu'on est en cours de développement dans le cadre du projet Optimage d'un site internet qui va être finalisé dans les prochains jours et vous aurez donc accès à l'ensemble des ressources du projet, au replay des derniers workshops, aux outils pratiques mis à disposition par les équipes partenaires, que ce soit donc les centres hospitaliers du CHU de Nîmes et les centres hospitaliers de territoire et les partenaires espagnols et andorrans. Et vous aurez aussi tous les accès aux offres de formation que l'on propose sur l'optimisation thérapeutique des sujets âgés, mais aussi sur d'autres thématiques qu'on est en train de faire émerger au sein du REPO, donc à savoir les accompagnements des patients asthmatiques et les accompagnements des patients sous hormonothérapie, sous anticancéreux. Voilà. Il est 20h53, je pense que je laisse la main au Shiva et au Chak. Encore merci pour l'organisation, en tout cas, de temps pris sur la gestion de la crise, votre participation à tous. Et on a essayé de faire un replay de cette rencontre de notre côté pour le proposer aux personnes inscrites qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Si on a l'accord de tous les intervenants, on pourra le diffuser. S'il y a des gens qui s'y opposent, dites-le nous par mail. Julien, je te laisse la parole pour clôturer.
pédiatres, des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens officinaux en grand nombre, des infirmiers et infirmières, du Shiva et du Béro, des responsables qualité. Donc merci à tous pour votre présence et votre participation à ce soir. Merci à toi pour l'organisation. Je sais que ça n'a pas été évident et j'espère qu'on se retrouvera ensemble à d'autres reprises. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.